j'ai possiblement 3 critères très subjectifs et scientifiques. Non, très objectifs et scientifiques. À savoir, leur style d'écriture, est-ce qu'ils sont based, est-ce qu'ils sont beaux? Qui me semble être, globalement, les 3 critères sur lesquels on doit juger un écrivain. Vous en avez d'autres, je sais pas quoi vous dire. OMG, je ne m'attendais pas à ce que tu sois là, Arcani. Et yo. Ah oui, non, mais le 3e critère est... On le dit pas à voix haute, mais c'est clairement le plus important. C'est pas super... C'est pas super lisible là où c'est. Est-ce que là c'est plus lisible? Là. On va le mettre un peu plus petit. Et là. Ouais, ça a l'air d'être ok. Salut Toki! Je sais pas si tu vas pouvoir suivre le stream cette fois-ci. La première épreuve, ça va constituer à essayer de reconnaître les putains d'auteurs. Parce que j'ai chopé la tier list sur un truc qui fait des tier lists, c'est pas moi qui l'ai faite. Et j'avoue, je m'attendais un peu à ce que il y ait des noms, mais il y a que les photos. Et pour avoir fait un test de moi et même de gens autour de moi qui ont aussi fait des études de lettres, eh bien il se trouve qu'on connaît pas trop la gueule des auteurs, quoi. Donc ça va être la première étape. Mais avant, il faut qu'on décide des tiers, en fait. Parce que, bon, ça c'est les tiers de base, genre, ok, la base, mais je pense qu'il nous manque au moins une catégorie qui est surcoté. Et une catégorie qui est éclatée. Et je ne mets pas de pas lus. Je pars du principe que si je les ai pas lus, je vais lire un extrait d'eux et je juge toute leur vie sur ce principe-là. À savoir, est-ce que cet extrait de 2 lignes que j'ai lu d'eux, c'est suffisant pour me dire, bon ok, ce mec est un banger ou ce mec est une fraude. Et il est possible qu'il y ait une catégorie qui soit rajoutée tout en haut pour un out, genre le auteur of all time. Et j'ai déjà une petite idée de qui c'est, mais je ne vous spoil pas. Mais il est possiblement par ici ou par là. Oh non, il y en a 2. Non, ok. Le problème, c'est qu'il y en a un, je suis pas sûr qu'il soit based. Du coup, ça va peut-être jouer en sa défaveur au moment du vote. Donc, on commence par le début. Il est possible que ça change aussi, genre les tops, excellents, bons, moyens, selon qui il finit. Première épreuve, qui c'est? Alors, je sais qu'à côté c'est Diderot, mais ça a l'air d'être... Ouais, après les catégories, on verra pendant la catégorie. Je suis d'accord avec ça. Mais j'aurais dit Voltaire, mais Voltaire il est là. Mais ça a l'air d'être un peu siècle des Lumières ambiance. Bien sûr, demander à Google Images. Hein. Victor Hugo, j'ai littéralement dans une note sur mon tel avec des phrases problématiques. Ah non mais... Ah Diderot. Mais attends, mais c'est pas lui Diderot? Non, attends. C'est fou quand même que... On ait aussi peu de connaissances de à quoi ressemblent les auteurs. Aucune idée, je dis au pif. Et c'est Pierre-Augustin... Ah, putain, Beaumarchais. Beaumarchais. Ouais, mais ok, il fait du théâtre. C'est un peu de la triche. Donc, Beaumarchais. Alors, j'ai lu les trucs de Beaumarchais. Forcément, tu l'aimes. Très bien, très bien. Je le prends en compte dans mon truc. Ah oui, c'est lui qui a fait le mariage de Figaro, le Barbier de Séville. Ah! En vrai, en théâtre, faut que je sois honnête, le théâtre c'est pas... Genre, j'aime bien, mais le lire, j'aime moyen, et le théâtre classique, c'est pas ma super cam. On va commencer... Enfin, attends, il y a peut-être un truc genre... Meilleur extrait de Beaumarchais. Parce que techniquement, si on se base sur la liste, la première chose à juger, c'est le style d'écriture. En vrai, Figaro, avant d'être un journal de droite, c'était basé. Est-ce que les noces de Figaro, c'est basé? Le mariage de Figaro, c'est basé? C'est quoi le résumé, déjà? La folle journée, nanana, une comédie... Alors... Ah, mais c'est le truc avec... Ah, j'allais dire Scanariel, mais pas du tout. Là, on se rend compte que je suis une vraie fraude.
Là, ok. Alors, c'est le matin, les noces de Suzanne et Figaro. Celui fait ses projets pour aménager leur future chambre. Nanana. Suzanne lui révèle par énigme que le comte lui fait des avances et veut rétablir le droit de cuissage. Ok. Est-ce que c'était vraiment aussi basé que ça? Et donc, du coup, j'imagine que tout le truc, c'est pour empêcher le gars d'avoir son droit de cuissage. Donc, meilleur extrait de Beaumarchais. Archive Beaumarchais, BNF. Extrait et passage du mariage de Figaro. Bon, déjà, il y a que des trucs du mariage de Figaro. Il a fait une œuvre, quoi. On va se baser sur une phrase prise au pif. La dernière, elle est là, c'est la plus longue. Je crois que c'est pas lui. Ah si, c'est une phrase de sa préface. Non, on va pas le juger sur sa préface, quand même. On va le juger sur ça. Après, il y a le parvis de Séville. Avant, il y a le parvis de Séville, et après, il y a la mère coupable. Je suppose que c'est ces trois œuvres-là dont tu parles. Alors, pourvu que je ne parle ni de l'autorité, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni de l'opéra, ni des autres spectateurs, je puis tout imprimer librement sous la direction néanmoins de 2 ou 3 censeurs. Ah, en vrai, j'aurais pu tomber sur une pire phrase que ça. Oui, c'est un peu drôle. Oui, c'est drôle des années 1800, quoi. Mais c'est drôle. Bon, en style, on va dire que c'est assez ok. C'est pas le mec où je me dis waouh, j'adore lire ces trucs, mais c'est sympa, on se fait moins chier que dans d'autres choses. Maintenant, dans la tourmente, non, on va commencer du début. J'étais en mode on va voir s'il est bait, et après j'ai vu dans la tourmente et je me suis dit ah nice, ça va être genre tous ces scandales, quoi. Et après je me suis dit non, je doute qu'en 1800 dans la tourmente, en 1780 dans la tourmente, ça soit tous ces scandales. Ça va être genre le roi ne voulait pas de lui. Alors, est-ce qu'il est base? D'abord, il commence par être horloger. D'accord, il ne tarde toutefois pas à abandonner l'horlogerie. Nanana. Il se marie. Sa femme meurt subitement. D'accord. Il est accusé de l'assassinat de sa femme. Il se trouve confronté au premier de la longue suite de procès et de scandales qui marqueront son existence. Putain. J'ignorais ça de Beaumarchais. Est-ce qu'il a été retenu coupable? C'est pas précisé. Petit féminicide. On sait pas. Il a été... présomption d'innocence, ok? Donc... Nanana, malgré les ennuis dans sa vie privée, il commence... Mais qu'est-ce que c'est en... Ah. Je pense que t'as eu un problème de chiffres. Ah, et en plus j'ai pas le même clavier. Ah si, en 1800. Mais qu'est-ce que c'est en 1800 finalement? Wow, c'est un samedi comme un autre. Tu tues ta femme, pour hériter en plus, parce que de ce qu'on a vu avant, elle est plus vieille que lui et plus riche. Et il s'est... Ah. Et en fait, à la base, il s'appelait Bosc Marchais et il se fait appeler Beaumarchais à partir de 1757. Ok, c'était un peu un wannabe. Ça arrive. À l'époque, c'était un peu compliqué. MDR, on fait le procès ici, il l'a totalement tué. Alors, malgré les ennuis de sa vie privée, il commence à être connu. Ah, comme quoi ça brise des carrières. Hein. Tous les scribouilleurs de l'époque sont des wannabes. C'est un peu réel. Il se lie d'amitié avec le financier de la cour, Joseph Paris Duvernay, qui favorise son entrée dans le monde de la finance et des affaires. Quoi? Non mais la finance et les affaires... Il a tué sa femme, ensuite il est rentré dans la finance et les affaires. Beaumarchais, le base, c'est compliqué là. Il se lance alors dans les spéculations commerciales et déploie un tel génie. En ce genre, dans peu d'années, il acquiert une grande fortune. Et il achète dès 1761, à 29 ans, une charge de secrétaire du roi qui lui confère la noblesse. Non. Mais il a fait des bails sombres. C'était le capitalisme à ses débuts. Ok. Il est nommé professeur de l'art de mesdames, donc il devient prof des filles du roi. Voilà. Lieutenant général des chasses. Et commence à écrire des petites parades pour des théâtres privés. Ok, donc en gros, il écrivait des trucs pour ses potes, quoi. Voyage à Madrid. Putain, il y a un truc sur Voyage à Madrid. Ok, donc il passe 10 mois à Madrid. Nanana.
Et... globalement, on s'en fout. Il en profite pour régler des affaires pour Duvernay, donc le mec pour qui il bosse. Il cherche à gagner des contrats exclusifs. Ok, mais c'était grave un mec de la finance, en fait. Je suis dramaturge pour mes copains. Littéralement moi, en fait. Souviens-toi de tes 2 derniers anniversaires, 3 derniers anniversaires. Pour aider sa sœur à l'origine. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Arcani, la voix de la défense. C'est vrai qu'à la base, c'est pour aider sa sœur. Mais bon, il a pas l'air de faire que ça. Il est en mode, ouais, je t'aide, mais si je peux gratter 2-3 trucs à côté, c'est ok, quoi. Là, ces négociations s'éternisent. Il passe une grande partie de son temps à s'imprégner de l'atmosphère espagnole. Manuel Valls, be like. Appelé à exercer une influence majeure dans ses écrits ultérieurs. Ah, mais c'est pour ça qu'après, il parle full espagnol. Nanana. Ses espoirs de contrat restent sans lendemain, il quitte la Cassie pour Paris en mars. Vraiment en RP Manuel Valls. Il est parti en Espagne parce qu'il voulait un peu des contrats et tout, et il est passé 10 mois et on lui a dit non, mais rentre chez toi. Ouais, s'imprégner, moi je pensais le Ken majoritairement. C'est vrai qu'il n'y a pas de truc. En plus qu'il est veuf, après avoir tué sa première femme. Donc maintenant un train de vie easy, mais toujours à la merci d'une disgrâce, il se remarie en 1768 avec Madame l'évêque. Il s'est marié avec un évêque. La très riche veuve du garde général. Attends, il se marie que avec des meufs riches. Ils ont 2 ans. Je croyais que là, ils allaient dire qu'elle aussi, elle est morte, mais non. Ils ont 2 enfants, un fils et une fille, tous 2 morts jeunes. Ah, c'est les enfants qui sont molles. Et elle-même meurt dès 1770, après seulement 2 années de mariage, lui laissant d'importantes rentes. Non mais attends. À l'occasion de ce second veuvage précoce, Beaumarchais est de nouveau accusé de détournement d'héritage. Mais tu m'étonnes. Non mais attends. Beaumarchais, qu'est-ce que tu fais, mec? Ah bah là c'est plus que sus, quoi. L'affaire Gozerman. En 1770 à 1773 sont pour Beaumarchais des années de procès et de défaveur. Outre ses démêlés judiciaires avec le comte de la Blache, engendré par la succession testamentaire, il est selon lui victime de la corruption régnant au sein de la grande chambre du Parlement qui va entraîner l'affaire Gozman. Il y manifeste un art consommé des factum allant jusqu'à renouveler le genre, mais il y perd sa fortune et ses droits physiques. Cependant, ses mémoires contre Gozman, par leur façon et leur hardiesse, l'ont rendu populaire. Il incarne la résistance citoyenne envers le pouvoir absolu. Il acquiert aussi une notoriété internationale. Ok, attends, mais je crois qu'on va être obligé d'aller voir c'est quoi l'affaire Gozman, ça a l'air d'être important. Moi j'ai dit catégorie sus. Mais attends, mais je pense qu'ils vont... 90% des auteurs peuvent aller dans la catégorie sus. Donc Duvernay il meurt et il lègue tout son argent à Beaumarchais. Non mais attends. C'est la même année que sa femme elle meurt là, 1770. Ces dispositions sont contestées férocement par le comte de la Vache, légataire universel du financier. Non mais je ne pensais pas que dès le premier personnage on en apprendrait autant sur un mec qui était manifestement un arnaqueur criminel. Hein. Mais oui, genre au secours. Là, l'affaire qui passionne le public se solde par un arrêt, condamne Beaumarchais et la dame... Ok, donc Beaumarchais, il est reconnu coupable. Et on demande à ce que les mémoires de Beaumarchais soient cassées. Beaumarchais, déchu de ses droits civiques, cherche alors à regagner des faveurs à la cour en allant négocier avec Moranda. Avec Morande, la destruction de son libellé contre Madame du Barry. Cette affaire a contribué à discréditer le nouveau parlement Maupeou. Non mais on va trop loin, il faut qu'on arrête de dériver. Mais ça drama, ok. Par contre, tout ce truc de genre... attends, c'était où? Ah putain, je me suis spoilé, là, Beaumarchais se fait agent secret. Mais attends, mais il a une vie de fou. Il incarne la résistance citoyenne envers le pouvoir absolu. Genre, franchement, le mec, il était de la noblesse, il a fait que tuer des riches. Mais genre, qui aurait cru? Mais moi, je pensais vraiment que Beaumarchais, ça serait un truc vite fait, bien fait. Il a écrit 3 pièces de théâtre, c'est bon... Le mariage de Figaro, le Barbier de Séville, mais en fait, what the fuck ce mec? Donc bon, il se fait condamner,
Comme dans ses mémoires contre Gosman, il avait narré les malheurs espagnols de sa sœur Lisette abandonnée par Clavigo. Non mais tu vois, le fameux il est allé aider sa sœur. En fait, il est allé être en mode « Oh, t'es triste? Attends, laisse-moi prendre des notes. » Non, non, il peut pas être based. Y a rien de based. Rien n'est based dans sa fiche. À part la citation, quoi. Où il est en mode « Nanana, j'ai des censeurs. » Oui, je ne sais là. Alors... Beaumarchais se fait agent secret. Expert en intrigue et marchandage de toutes sortes et intégré au secret du roi, service personnel d'espionnage du roi, il est en mars 1774 une première fois envoyé à Londres pour négocier la suppression du libéré, les mémoires secrètes d'une femme. Donc, en plus, il est envoyé pour faire du... Comment on appelle ça? Pour censurer un truc qui plaît pas à la cour française. Cependant, le roi meurt en mai suivant et la comtesse du Barry est bannie de la cour par Louis XVI. Ok, donc en gros... Mais attends, mais tout le monde autour de lui meurt? En 1775, sur les conseils de lieutenant Satine, il est chargé par le nouveau souverain d'empêcher la publication d'un nouveau pamphlet. Mais c'est juste un gros censeur. Et non pas un gros suceur. Nanana. Cette mission qui le conduit également aux Pays-Bas dans les États allemands, puis en Autriche, où il est pour un temps incarcéré pour motif d'espionnage. Et ils avaient raison. Devient pour un... Ah ok, il écrit cette mission dans une aventure picaresque. Donc il écrit... En fait, il va juste vivre des trucs de fou et après il les rédige quoi dans son journal. La même année, il est chargé à Londres de récupérer des documents secrets détenus par le chevalier Déon. Non mais à l'aide. La guerre d'indépendance des États-Unis. Mais il est dans tous les bons coups lui. Qu'est-ce qu'il a fait aux États-Unis? Alors, à partir de juin 1777, il se lance dans une nouvelle aventure et il se fait l'avocat d'une intervention française dans la guerre d'indépendance aux États-Unis. Ah, mais attends, ça c'est un peu based. Enfin, je pense pas qu'il le faisait pour des raisons based. Il entame alors une correspondance enflammée avec Charles Gravier de Verken où il défend les causes des insurgents. D'accord, d'accord. Donc, en gros, il aide les États-Unis. Et... Ok, donc en gros, il donne plein de thunes pour buter les Anglais aux États-Unis. En vrai, ça va. Ça, c'est un peu moins ok. Dans la tourmente. Attends, mais là, il est dans la tourmente. Il a déjà tué 2 femmes. Et il est allé faire de l'espionnage. Et ça y est, il commence à peine à être dans la tourmente. Il se lance avec Nicolas de Condorcet dans l'édition des œuvres de Voltaire, décidée en mai 1778. Comme de par hasard. Quant à lui enflammé, j'ai cru qu'il allait s'envoyer des lettres d'amour et tout. On y croit. Alors, pour vendre cette nouvelle édition, il s'appuie sur le réseau d'armateurs qu'il a eu l'occasion de rencontrer à l'occasion de la guerre d'indépendance américaine. Épisode peu connu, Beaumarchais parvient à revendre fin 1784 et début 1785 près de 60 tonnes de manuscrits à la bibliothèque du roi pour la somme de 60 000 livres. Ces précieux documents provenaient pour partie des archives sauvées de l'incendie de la Chambre des comptes de Paris qui furent vendus comme papier de rebut, comme c'était l'usage alors. Apprenons des choses, c'est quoi le papier de rebut? Valorisation des déchets en papier et carton. Attends, il a vendu les livres de la bibliothèque du roi pour en faire du papier mâché? Non mais ce mec il est trop... Il y a rien qui va dans sa vie en fait. Donc... Il épouse en 3e noces. Ah, il avait pas assez. Marie-Thérèse de William d'origine suisse. Nanana. Elle a 21 ans de moins que lui, donc peut-être que lui, elle va réussir à pas la tuer. Ils se sont rencontrés en 1774, ont une fille en 1777. Marie-Thérèse lui survivra. Ils sont obligés de le mettre en avant, vu que toutes les autres, ça dégage. Et mourra au début de la Restauration en 1816. Ok. En 1788, après importants travaux de construction, il vend Nanana. Je savais déjà que ma vie était ennuyante, mais par rapport à lui... Non mais... Après, est-ce que tu préfères avoir une vie ennuyante ou avoir... ou tuer 2 fois ta femme? Un concours d'anecdotes avec le marché. Oh, cette anecdote est-elle vraie? Privilège d'ancien régime, les comédiens de la Comédie Française avaient priorité pour exploiter les œuvres théâtrales et ne reversaient que des sommes minimes à ces mêmes auteurs pour l'utilisation de leurs œuvres. Nanana, après le succès du Barbier de Séville, Beaumarchais commence à militer pour la reconnaissance du droit d'auteur. Avec d'autres auteurs, il crie « Putain, mais c'est grâce à lui !» Et en vrai, based pour le coup. C'est grâce à lui qu'on a le droit d'auteur. En partie.
Cette initiative sera reconnue lors de la Révolution française, notamment avec l'abolition des privilèges, avec l'inscription des droits d'auteur dans la loi Chapelly de 1791. Nanana, donc voilà, la loi d'auteur. Ok, la Révolution française. Putain, il a vécu la Révolution. Oui, mais en même temps, c'est de la triche, tu vois. Nous, on vit pas la Révolution française. Forcément, c'est moins passionnant. Par contre, on vit la chute dans le fascisme, quoi. Oui, c'est vrai, c'est based quand ça lui est utile. Mais c'est based quand même. Le 14 juillet 1789, depuis sa terrasse, Beaumarchais assiste en voisin à la prise de la Bastille. Ah non, mais la vie de fou. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? J'ai vu la prise de la Bastille depuis ma terrasse. Au secours. Au passage, des têtes fichées sur des flics de Fessel et Launay. Les jours suivants, il s'inquiète. Tu m'étonnes. En effet, l'auteur de Mariage du Figaro est devenu impopulaire dans Paris. Une population misérable, agitée, souffrant de la disette, menace l'homme riche qu'il est. Tu m'étonnes. Putain, c'est vraiment le gros bourgeois par excellence, quoi. L'attentat contre l'entreprise Réveillon proche de ses entrepôts l'alarme. Après le lynchage de Foulon de plein de gens, il cède aux instances de ses amis. Il va pour quelques jours chercher refuge à la campagne et laisse sur place un homme de confiance. Il va alors se défendre contre l'accusation d'affamer la peuple, car on dit de lui qu'il cache des céréales à des fins de spéculation. Mais est-ce que ça serait vraiment étonnant qu'il cache des céréales, vu qu'on a vu que depuis le début, c'est juste un gros rapia? Des inspecteurs demandent l'ouverture de ces entrepôts, on n'y trouvera rien de compromettant. Tu m'étonnes, sinon il serait dead. En 1790, il a 58 ans et se rallie à la Révolution française. Ouais, en gros, il était en mode bon, soit je me rallie, soit je meurs. Qui le nomme membre provisoire de la Commune de Paris. Membre provisoire, hein. Ils avaient pas confiance en lui. Il quitte les affaires publiques sans vraiment les quitter d'ailleurs, pour se livrer à de nouvelles spéculations. Non mais mec. Au secours. Bon bref. Il fait de la thune. Le parti anti-Beaumarchais à Paris s'exprime par la voix du député Lecointre. Ok. Il est accusé d'avoir fomenté avec Louis XVI, mais en fait c'est normal qu'il soit accusé d'être un gros traître, parce que c'est vraiment un gros traître. C'est un peu le traître of all time, exactement. C'est exactement ça. Genre vraiment depuis le début, il fait que retourner sa veste quand ça l'arrange, quoi. Il est du peuple quand ça l'arrange d'être du peuple, il est de la noblesse quand ça l'arrange d'être de la noblesse. Bon bref, il meurt d'apoplexie à Paris en 1799 à l'âge de 67 ans. Il est d'abord enterré dans le jardin de sa propriété parisienne avant que ses restes ne soient transférés au Père-Lachaise. Putain, il se la pète au Père-Lachaise, quoi. Juste le PS. Le Beaumarchais. Bah, ils devraient changer leur symbole d'une rose à Beaumarchais, hein. Beaumarchais dramaturge. Putain, mais attends, on est à la moitié de sa page Wikipédia et on commence à peine avec sa dramaturgie. Genre, jusque-là, c'était pas dramaturgie, c'était que drama, en fait. Donc, dans ses écrits théoriques, comme dans sa correspondance, il a toujours procédé à une théâtralisation de sa vie. Tu m'étonnes. Sa production est marquée d'une part par des climats historiques très contrastés, d'autre part par ses revers de fortune. Cependant, la gaieté, l'amour, thème central, et le bon et vrai comique demeurent au centre de sa composition dramaturge. Ok, d'accord. Les relations de pouvoir et la satire politique occupent une place importante dans son œuvre et le définissent comme un théâtre des Lumières. Moi, je suis pas sûr que c'est un mec des Lumières, hein. C'est un mec des LED, quoi. Genre, ça brille un peu, mais bon, faut pas que ça brille trop fort, quoi. Il faut attendre la folle journée dont on retient aujourd'hui ce qui n'est qu'un sous-titre, Le Mariage de Figaro, pour que l'auteur donne la mesure de son originalité et de sa maturité dramatique. C'est une pièce pétillante et pleine d'esprit, inspirée des comédies de Molière. Mais voilà! En vrai, en termes purs de théâtre, tu vois, en termes de style d'écriture, il a juste genre vaguement imité Molière. Ok, bon, tout de suite, c'est des œuvres et des adaptations et des références à tout son drama. Ok. Alors, Beaumarchais. Il est compliqué à placer, hein. Il est... Est-ce qu'il serait pas dans la catégorie... Est-ce qu'on peut rajouter une catégorie? J'ai l'impression d'être une vieille personne. Non. À l'aide. Comme ça? Non. Je ne peux pas... Je sais pas si on peut... Ah oui, on n'a pas fait son physique. Putain, c'est vrai. Son physique. Alors, Beaumarchais. À quoi il ressemble?
j'aille sur Google Images. Mais il y a eu tellement de drama, je sais plus où on doit cliquer, mais on peut... Mais oui, mais je sais aussi que c'est possible, mais je vois pas. Alors, beau marché. Pas biographie. Ouais, mais c'est de la triche, c'est des peintures, quoi. Enfin, c'est une peinture. Et la deuxième où il est pas ouf. Non. Le physique le sauvera pas d'être un gros traître. Mais dans mon esprit, il fallait qu'on clique. Ah, c'est ça. Ici. C'est bon, j'ai. Et on va mettre... Sus. Ou... Traître. Traître, Trésus. Oui, il n'y a aucun rapport. Je sais pas quelle couleur lui mettre. Ça. Sur côté, c'était pas censé être cette couleur-là. Mais c'est passé d'une autre couleur. Hop. Ici. Rose comme le PS. Beau marché. C'est vrai. Beau marché. Le premier, traître, Trésus. Faut que je le save parce que sinon je vais totalement le perdre. Save. Ah, save. J'avais placé un auteur, il faut quand même pas que je perde ça. Oh non, j'ai fait une erreur, ça cherche pendant 1000 ans. Bon, c'est pas grave, on savera plus tard. Ok. Deuxième autrice. Ah, mais j'avoue... Nick. La save à int. Ok. Deuxième autrice. Mais ça a l'air d'être une autrice semi-contemporaine parce que c'est une photo. Et j'avoue, j'aurais bien aimé faire un peu dans l'ordre chronologique, mais j'ai un peu la flemme de les faire chronologiquement. Mais on va juste se dire que les gens qui ont des photos, on les met à la fin. Alors, deuxième auteur. C'est bah, on a juste mis une demi-heure sur le premier, c'est ok. Je pense que d'ici midi, on aura fini, quoi. Alors, déjà, je pense que c'est Diderot, de mémoire de quand j'ai essayé de deviner qui c'était. Alors, Google Images, rechercher par image. Non, ne m'envoie pas de notification. Non, au secours. Ah... Denis Diderot, effectivement. Alors, Diderot. Ah, j'étais trop pressé pour le drama, mais c'est vrai que d'abord je dois juger son style d'écriture. Mais de toute façon, y aura-t-il... En vrai, est-ce que Beaumarchais, il mérite pas un petit peu d'être plus haut dans le classement? Bon, on verra à la fin, on fera des ajustements. Mais juste parce que... Y a-t-il quelqu'un qui a fait plus de drama que lui dans sa vie, en fait, là? Genre, parmi tous les autres, genre... Ah, lui aussi, il a l'air d'avoir pas mal de drama. Bon, alors déjà, qu'est-ce qu'il a fait Diderot comme œuvres principales? Les bijoux indiscrets, la religieuse, Jacques le Fataliste. Ah putain, j'ai lu Jacques le Fataliste. C'était pas... Je me suis pas éclaté, quoi. Bon, les contes, je crois que j'en ai lu aucun. Les dialogues, j'ai lu Le Neveu de Rameau. Je me suis pas éclaté non plus. L'encyclopédie, bien sûr. Alors, extrait de Jacques le Fataliste. Après, j'ai lu le Jacques le Fataliste en lycée. Au lycée, c'était dans notre programme de première, je crois, de souvenirs. L'encyclopédie Burger, c'est vrai. Mais c'est le style d'écriture. J'adore l'encyclopédie. Rouge. Une couleur qui peut être utilisée. Alors, tac, tac. Il n'y a pas de citation, genre? Attends, mais c'est ça, toutes ces citations? Oh, ok. Ok, Diderot. Je suis prêt. Jacques ne connaissait ni le nom du vice, ni le nom de vertu. Il prétendait qu'on était heureusement ou malheureusement né. Quand il entendait prononcer les mots récompense ou châtiment, il haussait les épaules. Selon lui, la récompense était l'encouragement des bons, le châtiment l'effroi des méchants. Qu'est-ce autre chose, disait-il? Qu'est-ce autre chose, disait-il, s'il n'y a point de liberté et que notre destinée soit écrite là-haut? Il croyait qu'un homme s'acheminait aussi nécessairement à la gloire ou à l'ignominie qu'une boule qui aurait la conscience d'elle-même suit la pente d'une montagne, et que si l'enchaînement des causes et des effets qui forment
la vie d'un homme depuis le premier instant de sa naissance jusqu'à son dernier soupir nous était connue, nous resterions convaincus qu'il n'a fait que ce qu'il était nécessaire de faire. D'après ce système, on pourrait imaginer que Jacques ne se réjouissait, ne s'affligeait de rien. Cela n'était pourtant pas vrai. Il se conduisait à peu près comme vous et moi, il remerciait son bienfaiteur pour qu'il fît encore du bien, il se mettait en colère contre l'homme injuste, et quand lui objectait qu'il ressemblait alors au chien qui mord la pierre qui l'a frappé, « Nenni, disait-il, la pierre mordue par le chien ne se corrige pas, l'homme injuste est corrigé par le bâton. » Souvent il était inconséquent comme vous et moi, et sujet à oublier ses principes, excepté dans quelques circonstances où sa philosophie le dominait évidemment. C'est alors qu'il disait « Il fallait que cela fût, car cela était écrit là-haut. » Ok, en vrai, j'ai lu des trucs plus chiants, en termes de style pur. En termes de ce qu'il raconte, oh, je suis pas convaincu quoi. Mais c'est Jacques le Fataliste. Et je pense, il me semble que c'était une critique justement du fatalisme. Jacques le Fataliste. Jacques le Fataliste, c'est son maître. Non. Ce roman complexe par son mélange de genres, ses directions et sa rupture de l'illusion romanesque, sans doute l'œuvre de Diderot la plus commentée. Ok, structure du roman, référence. Il n'y a pas de... Ça m'énerve trop quand il n'y a pas de commentaires sur l'œuvre en lui-même, enfin d'un résumé de ce qui se dit de l'œuvre, quoi. Quand je vais voir des films aussi, c'est un truc qui me saoule quand je cherche sur Google le film après pour voir ce qu'on en dit et qu'ils sont en mode bon, c'est un film qui a été fait en cette année-là et t'as pas de contexte. Bon, style d'écriture, on va dire, ça va. C'est pas le truc que je lirais de fou, mais c'est pas, on s'emmerde pas comme on s'emmerde sur un Jean-Paul Sartre. Non, je suis injuste avec Jean-Paul Sartre. Comme un Émile Zola. Donc, Denis Diderot. Alors. Est-ce qu'il était based? Bon. Pour commencer, il naît à Langres dans une famille bourgeoise, ok, donc c'était un bourgeois, de toute façon tous les écrivains étaient des bourgeois. On remarque qu'il y avait déjà une pharmacie avec une super enseigne à son époque. Fais gaffe avec Emile, je savais que ça allait être trigger. Diderot était l'aîné de cette fratrie, tu vas tomber du haut le jour où tu vas enfin le lire. Mais j'ai déjà lu du Zola, tout le monde a déjà lu du Zola. Diderot était l'aîné de cette fratrie dont chaque membre tint un rôle important dans la vie de l'écrivain. Angélique, Ursuline mourut jeune et folle. J'aime beaucoup cette parenthèse. Elle est dingue. Ursuline mourut jeune et folle au couvent et inspira en partie la religieuse. Et en plus, elle a même pas de truc à son nom de famille. À son prénom. Didier Pierre embrassera la carrière ecclésiastique et sera chanoine de la cathédrale de Langres. Putain, mais ils sont tous croyants. Les relations entre les deux frères seront toujours conflictuelles, au-delà même du décès de Denis. Attends, comment ça, au-delà du décès de Denis? Il s'est engueulé avec son frère mort. Denise, enfin également restée au pays, sera le lien permanent et discret entre Diderot et sa région natale. Attends, mais ça veut dire que son frère il s'appelait Denis et sa sœur elle s'appelait Denise? Non mais il n'y avait aucune imagination. Denis suit les cours. Ah non mais Denis c'est lui, c'est Denis Diderot. Donc lui il s'appelle Denis et sa sœur elle s'appelle Denise. Il n'y avait aucun effort dans la famille. Donc, non, il suit des cours aux jésuites, ses parents ils veulent qu'il soit prêtre, il reçoit la tonsure, mais la mort prématurée et sans testament du chanoine ne peut pas faire bénéficier son neveu de sa prébende. Ok, donc lui aussi il a tué... Non mais attends, ça aussi c'est sus. Est-ce qu'il a tué son oncle pour pas devenir prêtre? Prébende et bénéfice ecclésiastique. Ok, donc son oncle n'a pas le temps de le désigner prêtre. Première année parisienne. Non. Diderot donne des cours, compose des sermons, ok. Invente des stratagèmes pour obtenir de l'argent de ses parents. Ah, il est moins débrouillard que Beaumarchais, hein. Il est pas allé en Espagne pendant 10 mois pour aller chercher des fonds, lui. Ses préoccupations prennent progressivement une tournure plus littéraire. Il fréquente les théâtres, apprend l'anglais dans un dictionnaire latin-anglais. C'est quand même enfin une période de fou, ouais. Et donne quelques articles au Mercure de France.
Nanana, Diderot rencontre Jean-Jacques Rousseau. Ah mais oui, c'est vrai que Jean-Jacques Rousseau et Diderot, c'est genre les besties. Une forte amitié naît entre les deux hommes par l'intermédiaire de Rousseau. Diderot rencontre Condillac. Ils forment à trois une petite compagnie qui se réunira souvent. Ok. Je vais juste faire un... Ah mais je crois que je pourrais pas parce que je suis en navigation privée. Mais... Ah... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Bref, je voulais juste pas qu'on voit les messages. Mais je voulais voir si... il y avait une fanbase... Putain, pourquoi j'arrive pas à écrire? Jean-Jacques Rousseau... Diderot. Tout le monde a oublié Condillac. Mais après, est-ce que Condillac c'est un mec qui écrit? C'était sûr. Diderot, Jean-Jacques Rousseau. En chinois, écoute, et en anglais, mais j'ai envie de dire, il y a une fanbase, elle est là, 5 heures, 4, il y a 5 heures sur les deux, il y a vraiment genre 5 fans hardcore de Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau, ils sont là quoi, toutes les langues. Trop bizarre qu'ils ne soient pas en faire. Je suis d'accord. Je suis. C'est très étonnant. Mais en même temps, est-ce que nous on shipperait. Tu sais, genre, est-ce que tu lis le Jacques le Fataliste? Déjà, tu dois l'étudier et tout. Est-ce que tu dis putain, je vais écrire une fanfic? Je pense que tu souffres. Quoi. Ok. Et Condillac. Attends, on va voir ce que Condillac a fait. Académicien, économiste français. Tu vois, c'était pas un auteur, c'est pour ça que tout le monde l'a oublié. C'était juste son pote, quoi. Lui, il a écrit des traités, ouais, c'est ça, il a écrit des traités d'économie. Tu m'étonnes qu'on l'a oublié. Non, mais ça va. Moi, non, mais les L. Mais j'étais un L. Et je peux te dire que les L n'écrivaient pas des fanfics sur Denis Diderot. T'écrivais des fanfics, il y avait des couples vachement plus connus, genre Rimbaud et Verlaine, tu vois, je suis sûr que Rimbaud et Verlaine, par exemple, genre... J'ai écrit ça n'importe comment, mais Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, ah putain mais c'est Bungo Stray Dog qui apparemment... c'est un autre truc... Mais ils se sont... Putain, j'ai... Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud, tu vois, là, il y a du monde. Rimbaud Verlaine, c'est canon. Bah, en vrai, c'est pas si canon que ça. Hein. C'est genre... il y a 2 poèmes, mais il y a quand même des historiens qui sont en mode on n'est pas sûr. Non, mais moi, je veux savoir, la Boétie Montesquieu. C'est bien Montesquieu, je les confonds toujours. Non, mais attends, là, tu nous spoil. On verra quand on sera à Montesquieu. Surtout que moi je connais pas ce ship. Et qu'on a toujours pas fini. On est à peine à la de Diderot là. On n'a pas encore eu tout son drama. Donc, peu intéressé par la carrière ecclésiastique, ni davantage par l'entreprise familiale. Non mais 100% c'est lui qui a tué son oncle pour pas devenir prêtre. Hein. Je ne sais pas du tout qui a écrit de l'amitié. Cette période littéraire, je la connais assez mal. Nanana, il ne reviendra plus guère à Langres que 4 fois. Ah mais c'est vrai qu'il est... Attends mais c'est où Langres? Langres, nanana, ok. J'allais dire qu'il est pas français, mais si, c'est juste que c'est... Ça a été pas toujours français, mais c'est français. Nanana. Alors, ses premières années sont parisiennes, c'est difficile, voilà, il devient pote avec Condillac. Ok, premiers écrits. Diderot déménage fréquemment sans jamais s'éloigner du quartier latin. Non, ok, on s'en bat les couilles. Denis s'en échappe en ayant atteint... Ok. Il effectue un premier retour à Langres pour solliciter auprès de son père le droit de se marier. Son père, il lui dit non. Et il continue quand même, et il finit quand même par se marier. Sans doute fatigué par les phrases de son fils, son père le fait enfermer quelques semaines dans un monastère près de Troyes. De Troyes.
Donc il est en mode, tu me saoules avec tes conneries, tu vas dans un monastère. Denis s'en échappe en ayant atteint sa majorité matrimoniale, 30 ans à l'époque. What? Ah oui, 30 ans à l'époque. Denis s'en échappe en ayant... Je sais pas s'il s'échappe du monastère et il a sa majorité matrimoniale, tu vois. Et du coup, c'est genre un peu un... en mode let's go. Ou si il a 30 ans et du coup, en gros, on le laisse partir. Auquel cas, c'est beaucoup moins impressionnant. Ok, la clandestinité du mariage peut laisser penser à un mariage d'amour, mais cette union ne sera pas heureuse longtemps. Putain, lui aussi va tuer sa femme. Tu vas voir qu'ils vont tous finir dans ce traître Trésus, là. Diderot oublie rapidement son épouse, très éloignée sans doute de ses considérations littéraires. Sa première liaison connue avec Madeleine de Puisieux est attestée en 1745, alors qu'ils se sont mariés en 1743. Il y a peu de gens de base, non. Non. Mais en dépit de ses écarts conjugaux, Diderot aura toujours soin de protéger les siens et de son couple naîtront 4 enfants dont seule la cadette, Marie-Angélique, atteindra l'âge adulte. Heureusement qu'il a pris soin de protéger les siens pour qu'il y ait un seul de ces 4 gosses qui arrive à l'âge adulte. Donc, l'année 1743, le début de sa carrière littéraire par le biais de la traduction. C'est vrai que je me souviens qu'il était plutôt traducteur à la base. Donc bref, il traduit des couples, il déménage. Putain, mais on a toutes ces putains d'adresses. Je suis sûr que tu me déménages. Si tu te balades à Paris, il doit y avoir des plaques partout en mode Diderot habité ici, Diderot habité ici. Bref. Non, il écrit des... Il publie les bijoux indiscrets contre orientalistes par d'autres la vie à la cour et les mémoires sur différents sujets de mathématiques, cette année jetant les bases de sa notoriété comme mathématicien. Ok, donc il est connu comme mathématicien. D'accord. Il rencontre à cette époque Jean-Philippe Rameau et collabore à la rédaction de Démonstration du principe de l'harmonie. Bon. On est arrivé à Diderot, JPP. Hello Wilk. Alors, on est arrivé à Diderot, on a fait juste... comment il s'appelle? Beaumarchais. Mais Beaumarchais, il y avait du thé. C'était très le drama. Bon, alors, structure du roman. Bien que Diderot ne siège... Non, c'est Jacques le fataliste, sur le mauvais truc. Les positions matérialistes de sa lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient, qui paraît en 1749, achèvent de convaincre la censure que leur auteur surveillé depuis quelque temps est un individu dangereux. C'est quoi ces positions matérialisme? Qui soutient non seulement que toute chose est composée de matière, mais que fondamentalement, tout phénomène résulte d'interactions matérielles, y compris l'esprit et la conscience. Et du coup, il a été espionné parce qu'il était en mode ouais, tout est matériel, même l'esprit et la conscience. Banger Beaumarchais, il m'a fait avoir la moyenne. Ah bah je suis désolé, mais il est pas super bien classé. En gros, il croit pas trop en Dieu. Non mais si, il croit en Dieu, mais il croit que Dieu a un truc matériel, quoi. Durant sa détention, donc ok, il se fait arrêter, 3 mois. Durant sa détention, il reçoit la visite de son ami Jean-Jacques Rousseau. Non mais, mes amis, Jean-Jacques Rousseau Diderot, le chip est là, hein. Qui en chemin a eu la fameuse illumination qui l'amène à écrire sans doute avec l'aide de Diderot son discours sur la science et les arts. Écrit Jean-Jacques Rousseau donne la parole au héros Romain Fabricius. Putain, je connais pas du tout ce truc. Sa pénible détention traumatise Diderot et l'incite à une grande prudence dans ses publications, préférant même réserver certains de ses textes à la postérité. Ah ok. Et pas super courageux le Diderot, hein. Il a pas essayé de changer un peu les choses, quoi. C'est pas Beaumarchais et ces trucs. Donc, l'encyclopédie. À l'origine, l'encyclopédie ne devait être que la traduction française de l'encyclopédie d'Ephraim Schober, dont la première édition date de 1728. Mais Diderot, dont la pensée philosophique ne cesse de s'accentuer dans le sens de l'athéisme et du matérialisme, oh putain, t'avais raison, il croit pas du tout en Dieu, mais aussi de l'évolutionnisme, préfère entreprendre l'œuvre d'une vie. Et effectivement. Donc à la base, il voulait traduire une encyclopédie et il s'est dit, tiens, et si finalement j'écrivais la mienne? C'est un peu un banger. Ok, donc marque le début de ses pleines responsabilités dans le vaste projet éditorial de l'encyclopédie. Le premier volume l'année suivante. Il consacrera 20 ans de sa vie à ce projet qu'il n'achève qu'en juillet 1765, rempli de l'amertume due au manque de reconnaissance et aux errements de l'édition et au comportement des éditeurs, Le Breton en particulier. Notre prof nous a dit que le prix d'encyclopédie à l'époque c'était équivalent d'une
d'un prix d'une BMW série 7. Bah tu m'étonnes que les gens ne l'achètent pas. Mais oui, j'avais ce souvenir que de toute façon, en gros, t'allais chez quelqu'un d'hyper riche qui avait une encyclopédie, tu lui demandais de la consulter, quoi. Pour contourner la censure de l'époque, lui et les éditeurs de l'encyclopédie ont inséré des renvois et des références croisées dans leurs articles, préfigurant ainsi les liens hypertextes modernes pour transmettre des idées critiques, notamment à l'égard du dogme religieux de manière indirecte. Bien, ok, ça va, il est un peu plus based que ce que je pensais. Cette période de travail intense avec ses charges, ses menaces, ses satisfactions et ses déceptions également marquée par quelques événements privés importants. Lui aussi il va tuer sa femme. En 1750, il est nommé à l'Académie royale. En 1753, naît Marie-Angélique, seule de ses enfants qui survivra. Ok, nanana, il rencontre Sophie Volant, il se rencontre Sophie Volant peut-être par l'intermédiaire de Rousseau. Non, mon chip s'effondre. Cette lésion clandestine qui se prolongera jusqu'à la mort de celle-ci à l'origine d'une abondante. À la mort de celle-ci? Non mais pourquoi les femmes ça meurt aussi facilement là dans le passé? Dès qu'ils ont une maîtresse ou une femme, elle dure genre 2 ans. Celle-ci est à l'origine d'une abondance correspondance qui apparaît aujourd'hui comme essentielle pour la connaissance de l'écrivain. Ok. En 1757, ses idées commencent à diverger de celles de Rousseau, entre autres sur la question des valeurs de l'homme de la société. Rousseau se sent attaqué, s'offusque. Oh mon dieu, c'est quand il rompt. Ok, le décès de son père impose à Diderot un voyage à Langres pour régler la succession. C'est l'occasion pour lui de retrouver sa terre natale. Ok, critique et négociant. Bon, il a pas une vie de fou, Diderot. Hein. Genre, franchement, il arrive après Beaumarchais et tous ces traîtres-là, et lui, il fait pas grand-chose de sa vie. Hein. Il a écrit l'encyclopédie pendant 20 ans. Bon, je pense que ça va être un peu comme Proust, quoi. Ils ont écrit, quoi. Là, ok. Premier séjour à La Haye, séjour à Saint-Pétersbourg. Il ralentit sa vie sociale, sa santé se dégrade. Sa bibliothèque et ses archives s'envoient à Saint-Pétersbourg. Elles n'y recevront pas l'attention accordée à celle de Voltaire. Mais vraiment, c'était genre le petit nulos, enfin le moins bien, quoi. Les pertes, les disparitions et l'absence de tout inventaire n'auront également la connaissance de la bonne réception de l'œuvre de Diderot. Durant la Révolution, les tombes de l'église Saint-Roch sont profanées, les corps jetés à la fosse commune, la sépulture et la dépouille de Diderot ont donc disparu, contrairement à celles de Voltaire et Jean-Jacques Rousseau, tous deux inhumés au Panthéon de Paris. Donc, ouais. Bof, hein. Et physiquement, non, ça c'est Beaumarchais. Ça y est, je commence à les reconnaître. Physiquement, Denis Diderot. À quoi tu ressembles, Bibou? Alors, Denis Diderot. Alors, si c'est vraiment ça, c'est moins bien que les autres. Là, il a un air un peu niais, un peu... Ouais... Il y a un petit flow. Ouais, mais il y a un petit flow sur cette photo, quoi. Enfin, sur cette peinture. Et tu vois, genre, celle-là... C'est pas lui, mais regarde ce mec. Mais il y a que ce portrait. Ah oui? Attends. Attends, la chanson est en train de me rendre faux. Je sais pas écrire Diderot. Non mais lire ça, je veux juste chercher autre chose. Au secours. Diderot. Il y a lui aussi. Il a un petit flow. Ok. Je suis d'accord que par rapport à Beaumarchais, ça va. Il y a un petit truc. On va partir sur... Ouais. Mais c'est pas un BG non plus, quoi. Effectivement, c'est pas un BG non plus. Après, basé. Non, mais parce qu'il a fait l'encyclopédie. Il a fait l'encyclopédie, mais... Après, il avait... Ouais, c'est vrai, il était athée. Est-ce que je suis trop dur? Écriture, ça allait. Et il est pas non plus immonde. Mais en fait, là, je suis en train de me dire, mais il y aura personne en top excellent et... et genre...
je suis trop critique. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais, de fou, il va... Je pense que Zola, ça va être le GOAT, hein. Alors... On va mettre... C'est pas mal. Voilà. C'est bon? Là, ça a l'air d'être honnête. Ça a l'air d'être... ok. Ok. Ah, c'est marrant, ils ont la même pose, ces deux gars. Mais qui est ce gars? Ah, mais est-ce que ça serait-il pas Montesquieu? Le fameux. Est-ce qu'on n'y serait pas enfin? C'est mon pari. Tac, tac. Montesquieu. Bon, Montesquieu, son image, elle joue pas pour lui parce que ça fait très mec romain, quoi. Montesquieu. Putain, il y a une rose qui s'appelle Montesquieu. Alors, Montesquieu est un penseur politique, précurseur de la sociologie, philosophie, écrivain français des Lumières. Et il est mort en 1755, donc avant la Révolution française. Et il est mort un peu jeune, non? 28-55. Attends. J'aurais pu juste mettre 55 moins 28, mais... 27 ans? Non, attends, j'ai mal lu. Putain, si. Il est mort... mais pourquoi il... S'il est mort à 27 ans, pourquoi il a l'air d'avoir genre 70 ans sur sa photo? Ah, mais non, je suis débile, c'est le fauteuil de l'Académie française. 66 ans, ok. Ok, tout va bien. Ouf. Ouais, non, effectivement, ça aurait été un peu chelou. L'ambiance aurait été bizarre. S'il avait cette gueule à 25 ans, là. Ok. Œuvre principale, lettres persanes, les considérations, l'esprit des lois. Je me souviens que j'ai bien aimé les lettres persanes, mais on va être scientifique et juste chercher Montesquieu. Alors, les lettres persanes, ouais, c'était sûr que ça allait être des extraits des lettres persanes, c'était sûr. D'utiliser dans des cookies, non. Ah putain, mais en fait, c'est des lettres en entier. Vous avez pas genre les meilleurs passages des lettres persanes? Alors, on va en prendre une au pif comme d'hab. Elle. Non, trop longue. Elle. La fureur de la plupart des Français, c'est d'avoir de l'esprit, et la fureur de ceux qui veulent avoir de l'esprit, c'est de faire des livres. Cependant, il n'y a rien de si mal imaginé. La nature semblant avoir sagement pourvu à ce que les sottises des hommes fussent passagères et les livres les immortalisent. Un sot devrait être content d'avoir ennuyé tous ceux qui ont vécu avec lui. Il veut encore tourmenter les races futures. Il veut que sa sottise triomphe de l'oubli, dont il aurait pu jouir comme du tombeau. Il veut que la postérité soit informée qu'il a vécu et qu'elle sache à jamais qu'il a été un sot. Ok. C'est un petit peu violent. Il semble que nous augmentons notre être lorsque nous pouvons le porter dans la mémoire des autres. C'est une nouvelle vie que nous acquérons et qui nous devient aussi précieuse que celle que nous avons reçue du ciel. Du ciel, mais il n'était pas un peu athée? Alors, en style, je dirais que... Ouais. Il n'y a rien de si extravagant que de faire périr un nombre innombrable d'hommes pour tirer du fond de la terre l'or et l'argent. Ces métaux de même absolument inutiles et qui ne sont que des richesses parce qu'on les a choisis pour en être les signes. Ok. Un peu pompeux, ouais, je suis d'accord. Ça se la pète un petit peu. Mais 100%, là, on va voir qu'il est issu d'une famille de gros riches et du coup, tout va faire sens en fait. Alors, est-ce qu'il a du drama à nous offrir? Jeune homme passionné par les sciences plein d'esprit, Montesquieu publie anonymement les lettres persanes. Ok, donc il n'était pas non plus tout à fait courageux. Mais il a quand même fini à l'Académie française, jusqu'à sa mort. Comme quoi, on n'est pas immortel qui veut. Donc,
fils aîné de Jacques de Songonda et de Marie-Françoise de Penel. Ok, donc oui, né dans une famille de magistrats et de bonne noblesse de robe. C'était sûr. Vu comment il écrit, c'était 100% sûr. Donc voilà, scolarité au collège de Juilly, des études de droit, devient conseiller. Cette époque, on s'emmerde par rapport à Beaumarchais. Il se passionne pour les sciences, il oriente sa curiosité vers la politique. Il signe des arrêts. Il a des dettes. Pourquoi il a des dettes? Qu'est-ce que tu fais pour avoir des dettes? Ah attends, mais ça a l'air d'être based en fait. Le 19 juillet 1724, un arrêt du Parlement de Bordeaux signé de la main même de Montesquieu exige que soit respecté un arrêt du 7 juillet 1723 du même Parlement de Bordeaux. Cet arrêt visait à mettre fin à la ségrégation et aux bribades dont est alors victime une partie de la population du sud-ouest, les charpentiers, les cagots, les gaais. Oh, un peu based. En 1726, il vend sa charge pour payer ses dettes. Donc il a des dettes, mais on sait pas trop comment il les a eues en vrai. Tout en préservant prudemment les droits de ses héritiers sur celle-ci, d'accord. Après son élection à l'Académie française, il réalise une série de longs voyages à travers l'Europe. Putain, mais il est à l'Académie française dès 1728. Ah, vraiment... Comment... Ah, j'ai perdu son nom. Mais Bourdieu en pur regardez à quel point quand tu nais au bon endroit, la vie est plus simple, quoi. Considération sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. Ok, il adorait l'Orient, il travaille ensuite plusieurs années accumulant des notes et réflexions. Il devient membre de l'Académie de Stanislas. L'Église catholique romaine interdit le livre La défense de l'esprit des lois, de même que de nombreux autres ouvrages de Montesquieu, donc ça c'est plutôt bon signe, et l'inscrit dans l'index, tout comme l'avaient été Machiavel, Montaigne et Descartes. Je suis un peu curieux de savoir c'est quoi l'index. Index Librorum Prohibitum, aussi appelé, est un catégorie assuré à l'issue du Conseil des 30. Il s'agit d'une liste d'ouvrages des catholiques romains n'étaient pas autorisés à lire. Ok. En gros, c'était la ban list de Trump, mais pour les catholiques romains de l'époque. Laisse entendre qu'il y a une rationalité immanente aux institutions humaines. Tout s'explique, rien n'est par conséquent complètement absurde ou scandaleux. Institutions et religieux relèvent du même déterminisme géographique ou climatique, perdent tout privilège de statut et cessent d'être absolus. Ok, c'est un peu base, il est en mode tout est relatif, quoi. Genre, nous on est de cette religion parce qu'on est là, mais si on était né ailleurs, on aurait pu être d'une autre religion. Donc dès la publication de ce monument, Montesquieu est entouré d'un véritable culte à travers l'Europe et particulièrement en Grande-Bretagne. Ok. Montesquieu souffrait d'une vue déficiente qui serait l'une des causes de l'abandon de sa charge de président. Après un diagnostic de cataracte, sa cécité souvent présumée ne semble pas avoir eu de conséquences sur son œuvre. C'est le 10 février 1755 qu'il meurt d'une fièvre chaude, il est inhumé, Alors, je fais quand même remarquer que pour l'instant, c'est le seul qui a pas tué sa femme. Ou qui l'a pas trompé. Ni ses gosses. Ce qui est déjà pas mal en soi. Ça le fait un peu remonter. Mais ça a l'air d'être plus un philosophe en fait. C'est grave des trucs, les régimes politiques, s'appuient sur l'importance des représentations. Les corps intermédiaires sont garants de la liberté. La Révolution française montrera toute son ambiguïté quand elle supprimera les corporations défendant à la fois la liberté du travail et dissipant les corps intermédiaires. Ok. La théorie des climats. En comparaison, oui, il a gagné des points. Bah en fait, c'est juste que les autres sont tellement bas que effectivement. Et la théorie des climats selon laquelle le climat pourrait influencer substantiellement la nature de l'homme et de sa société. Il va jusqu'à affirmer que certains climats sont supérieurs à d'autres, le climat tempéré de France étant idéal. Il soutient que les peuples vivant dans les pays chauds ont tendance à s'énerver alors que ceux dans les pays du Nord sont rigides. C'est quand même un petit peu des théories racistes, ça. Si cette idée peut sembler aujourd'hui relativement absurde, elle témoigne néanmoins d'une relativité inédite à l'époque en matière de philosophie politique. Ah, petite théorie des races, ouais. C'est là on est en mode bon, il a pas tué sa femme, mais il a écrit un bouquin raciste. Ça le met où?
Elle inaugure dans ce domaine une nouvelle approche du fait politique plus scientifique que dogmatique et s'inscrit ainsi comme un point de départ des sciences sociales modernes. Ouais. Les peuples des pays chauds sont timides comme les vieillards le sont. Ceux des pays froids sont courageux comme les jeunes gens. Nous sentons bien que les peuples du Nord, transportés dans les pays du Midi, n'y ont pas fait d'aussi belles actions que leurs compatriotes qui combattent dans leur propre climat. Ils jouissent de tout leur courage. Vous trouverez dans les climats du Nord des peuples qui ont peu de vices, assez de vertus, beaucoup de sincérité et de franchise. Approchez des pays du Midi, vous croirez vous éloigner de la morale même. Des passions plus vives multiplient les crimes. La chaleur du climat peut être si excessive que les corps y sera absolument sans force. Pour lors, l'abattement passera à l'esprit même, aucune curiosité, aucune noble entreprise, aucun sentiment généreux. Les inclinaisons y seront toutes passives, la paresse y sera le bonheur. Ouf. La plupart des peuples des côtes de l'Afrique sont sauvages ou barbares. Je crois que cela vient beaucoup de ce que les pays presque inhabitables séparent de petits pays qui peuvent être habités. Ils sont sans industrie, ils n'ont point d'art, ils ont en abondance des métaux précieux qu'ils tiennent immédiatement des mains de la nature. Tous les peuples policiers sont donc en état de négocier avec eux avec avantage. Ils peuvent leur faire estimer beaucoup de choses de nulle valeur et en recevoir un très grand prix. C'est pas ouf, effectivement. L'esclavage dans l'esprit des lois. L'essor des idées, comme les nanana. La figure d'un des premiers philosophes anti-esclavagistes. Ok. Ah, il joue avec nous, hein. Il fait la pendule. Alors, certains même de soutenir que Montesquieu aurait puissamment contribué à modifier les idées morales des générations postérieures. Aurait inauguré cette évolution dans l'évolution publique, nanana. Vous composez avec le préjugé comme un jeune homme entrant dans un monde en use avec les vieilles femmes qui en ont encore des prétentions et auprès desquelles il ne veut qu'être poli et paraître bien élevé. Mais aussi ne les flattez-vous pas trop. Quant aux aristocrates et à nos dépotes en tout genre, s'ils vous entendent, ils ne doivent pas trop vous en vouloir, c'est le reproche que j'ai toujours fait à vos principes. Ok, je pensais que ça serait un truc genre en mode... Pourquoi il est contre l'esclavagisme, mais c'est pas ça. Alors... la position de Montesquieu, loin de présenter ce saut qualitatif, manifesterait tout au contraire une évidente timidité. Ses conclusions pratiques n'iraient pas au-delà d'une condamnation de principe, et cette position de principe, qui serait tout au plus conforme à l'ère du temps, a été vivement réprouvée par nombre de ses contemporains. À l'exemple de Mirabeau, le révolutionnaire membre de Condorcet de la Société des Amis Noirs, pour une abolition immédiate de la traite qui condamne Montesquieu. Ce coryphée des aristocrates n'aurait jamais employé son esprit que pour justifier ce qui est. Ok, donc là en fait c'est Mirabeau qui lui dit mec, en somme Montesquieu Robin des bonnes noblesses bourgeoises. Mais oui, c'est juste un gros bourgeois. Défend les intérêts du groupe social auquel il appartient, c'est logique. Pour asseoir sa souveraineté par une mise en ordre du divers, c'est-à-dire une recomposition du monde afin de contenir, voire étouffer la fécondité diverse des singuliers. Ok. Donc il était moyen pas raciste enfin. Enfin, la servitude, selon Montesquieu, peut s'avérer nécessaire pour la prospérité des territoires conquis. Si Montesquieu en est resté au principe, c'est parce que l'intérêt des colonies exigeait le maintien de l'esclavage afin de fournir des hommes pour le travail des mines et des terres de nos colonies si admirables. Ok, est-ce qu'il a changé d'avis entre temps? Parce qu'il y a des gens, genre Hugo au début c'était pas ouf et après... La position de Montesquieu face à l'esclavage est des plus ambiguës. Cette articulation des valeurs et des normes a des considérations climatiques ou providentielles. Non mais il revient à son truc climatique en mode ah mais ils sont esclaves parce qu'il fait chaud quoi. Dès lors, ces justifications naturelles, providentielles, économiques ou politiques qui contreviennent à l'universalité du droit naturel ne laissent interroger quelle valeur reconnaître à l'ironie du célèbre chapitre de l'esclavage des naîtres, alors même que l'esclavage dans l'esprit des lois est reconnu comme un fait de nature et légitimé dans sa forme la plus cruelle. Ok. Donc c'est pas super clair. Montesquieu appellerait une alliance des privilégiés bourgeoisie aristocratie contre les aspirations populaires. Putain. Heureusement que j'ai dit qu'il était moins pire que les autres niveau base parce qu'il avait pas tué sa femme. Hier sur France Culture, il y avait une émission Comment Hugo il est devenu de gauche, j'étais grave hypé, mais après il y avait que des vieux messieurs qui parlaient et ça m'a saoulé. Je comprends. Ok.
Ok, ok. Bon, bon Montesquieu. Il est pas très sus. Il est pas surcoté parce qu'il est pas coté. Je dirais pas non plus qu'il est éclaté. Je dirais. Ah, le physique. Attends, Montesquieu. Pardon, j'ai failli être injuste avec Montesquieu, alors que peut-être que quand il était jeune, c'était deux men. Et là, bon, finalement, qu'est-ce que le racisme? Si tu es un BG absolu, non, il est éclaté, Montesquieu. Il est éclaté. Éclaté sa mère. Bah, ça le fait descendre en éclaté. J'hésitais entre le mouet et le éclaté. Et finalement, ça sera éclaté. Après, peut-être qu'il remontera à un moment où on trouvera des gens plus éclatés. Mais entre le fait qu'il se la pète de fou, qu'il soit pas du tout based et qu'il soit pas beau, ah, je suis désolé, ça dégage, hein. C'est ciao. Alors. Bon, j'hésite, ouais, on va faire un ou deux derniers, je pense. J'aurais bien aimé en faire 5, mais j'avais pas prévu le plan Beaumarchais là. C'est Beaumarchais, il était un peu trop. Un peu trop. Beaumarchais. Non, je crois que c'est Molière. Je vais juste vérifier rapidos. Effectivement, Molière. Ok. Molière. Bon. Lui, il peut être surcoté parce qu'il est coté. Jean-Baptiste Poquelin. Putain. Attends, mais comment il s'appelle? Et j'étais persuadé que c'était Voltaire Jean-Baptiste Poquelin. Alors, les précieuses ridicules, l'école des femmes. Ah, c'est vrai qu'il a écrit tout ça. Le misanthrope, l'avare, Tartuffe, le bourgeois gentilhomme. Alors, meilleure citation de Molière. Meilleure citation de Molière. Quelques citations de Molière. Alors. Quelques tirades de Molière. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. La faiblesse humaine est d'avoir des curiosités, d'apprendre ce qu'on ne voudrait pas savoir. On ne voit pas les cœurs. Plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte. À rien pardonner, le pur amour éclate. Ah ah. Ça fait réfléchir. Couvrez ce sein que je ne saurais voir, ok. Ceux que la conduite offre le plus à rire sont toujours sur autrui, les premiers à médire. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Putain, en vrai, il a quand même pas mal de... En fait, je me dis, j'en connais beaucoup. Donc c'est quand même que c'est des bangers. On ne meurt qu'une fois et c'est pour si longtemps. C'est vrai. L'hypocrisie est un vice à la mode et tous les vices à la mode passent pour vertu. Il n'y a point de pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. C'est quand même très... Ça fait réfléchir. Il aime beaucoup les comparaisons, Ah, comment s'appelle cette figure de style? Qui n'est pas une comparaison. Les métaphores, ce genre de choses. Et putain, bah, j'avais jamais réalisé à quel point il était vieux sa mère. 1700. Pour l'instant, de tous ceux qu'on a fait, c'est le plus ancien. Ok. Ok, Molière. Oh non. Je viens de voir la taille de ça là. Et c'est très petit. Ok, on va faire vite. Sauf s'il a du drama. Auquel cas, on va en profiter quand même. Donc, issu d'une famille de marchands parisiens. Donc oui, c'est un bourgeois. Il s'associe à 21 ans avec une dizaine de camarades, dont 3 membres, pour former la troupe de l'Illustre Théâtre. Ok, donc à 21 ans, il forme une troupe. Laquelle, en début de début prometteur et malgré la collaboration de dramaturges de renom, ne parvient pas à s'imposer durablement à Paris. Engagé à Pâques 1646 dans une prestigieuse troupe de campagne entretenue par le duc d'Épernon, gouverneur de Guyenne, puis par plusieurs protecteurs successifs, Molière et ses amis Béjart parcourent pendant 12 ans les provinces méridionales du royaume. Au cours de cette période, Molière compose quelques farces ou petites comédies en prose et ses 2 premières comédies en 5 actes et en vers. De retour à Paris en 1658, il devient vite à la tête de sa troupe, le comédien et auteur favori du jeune Louis XIV et de sa cour, pour lequel il conçoit de nombreux spectacles en collaboration avec les meilleurs architectes scéniques, chorégraphes et musiciens du temps. Et il meurt brutalement à l'âge de 51 ans. Ah mais oui, il meurt sur scène. Putain, je viens de me rappeler que j'ai des citations de Beaumarchais dans mes notes, je vous en livre une.
Aux vertus qu'on exige dans un domestique, votre excellence connaît-elle beaucoup de maîtres qu'ils fussent dignes d'être valets? Je crois que je l'ai pas compris. Je suis en train de la relire. Aux vertus qu'on exige dans un domestique, votre excellence connaît-elle beaucoup de maîtres qui fussent dignes d'être des valets? Ah! Attends. Beaucoup de maîtres qui fussent dignes d'être des valets? Genre moi je suis en mode... Y a-t-il des valets qui... Enfin, y a-t-il des maîtres qui méritent des valets? Mais je crois que je suis trop con. Aux vertus qu'on exige dans un domestique, votre excellence connaît-elle beaucoup de maîtres qui fussent dignes d'être des valets? Ah, en gros, même les maîtres ne sont pas dignes d'être des valets? Genre, ils ont pas les vertus qu'on exige des domestiques? Oui. Ok. Bon, je pense que ça le fait remonter en top, hein. Il a peut-être tué 2 de ses femmes, mais... Il a quand même dit... Non, ne soyons pas fous. Ça restera très sus. Ça reste le PS. Mais en fait, comme le PS, hein, des fois le PS a des bonnes takes. Mais parfois, quoi. Pas souvent. Il reste sus. Ah bah ça, c'est sûr que ça va être difficile de le désucer. Just désucing, là. Ok, la jeunesse de Molière. Bon, il est fils de gens qui ont un peu d'argent, de bourgeois. Putain, j'ai lu trop vite et j'ai cru qu'il y avait écrit Jean Poquelin rachète son frère cadet Nicolas. Non, il lui rachète un truc. Il perd sa femme, sans doute épuisé par 6 grossesses survenues entre 1622 et 1628. Putain, mais ce mec, il a... Le père de Molière, il a fait des gosses, hein. Enfin, il en a pas fait d'ailleurs. 6 gosses avec sa première femme qui meurt épuisée, ensuite il en reprend une, il en prend 3 autres là, qui elles meurent aussi. Je pense en 1636 il s'est dit bon FF. Voilà, donc ok, on sait pas quelle étude il a fait, des débuts difficiles, donc oui, ça on a lu, sa carrière parisienne, fait à 9. Non. Ok, il signe de Molière, sans accent, un document notarial dans lequel il est désigné sous le nom Jean-Baptiste Poquelin dicte Molière. Ce fut alors qu'il prit le nom qu'il a toujours porté depuis, mais lorsqu'on lui a demandé ce qu'il avait engagé à prendre celui-ci plutôt qu'un autre, il n'a jamais voulu en dire la raison même à ses meilleurs amis. Putain, c'est fou. On sait pas pourquoi il s'appelle Molière, c'est dingue. Putain, j'ai un peu envie de mener l'enquête. Se référant à des fiefs imaginaires, ok. Plus 1 pour le mystère, j'avoue. Ça joue pour lui, hein. Ok. En Picardie, les Molières sont des terres, marécages et incultes. Molière. Un marécage inculte. Non. Il n'est pas concevable que Molière se soit à son tour inventé un fief campagnard, ce qui expliquait qu'il ait commencé par signer de Molière et était régulièrement désigné comme le sieur de Molière. Ok. Ok, c'était un truc connu, bref. Les années des provinces. C'était à l'époque où il était pas à Paris, hein. Donc, 46 à 58. Donc il a quand même fait, oui, comme on a vu, 12 ans dans une troupe itinérante. Encore ok, donc il fait du théâtre. Molière et ses camarades pourront dès lors se prévaloir dans tous les lieux où ils joueront de la protection et des largesses de son Altesse Sérénissime le Prince de Conti. Putain, mais vous souvenez-vous de l'époque, bon, on s'en souvient pas parce qu'on n'était pas nés, mais où les riches, ils utilisaient leur argent et ils disaient « Toi, va faire des spectacles dans la France et je te paye. » Et c'est tout. Genre, I wish. Maintenant, c'est genre, ah, t'es intermittent du spectacle? Bah, bosse un peu plus en fait. Ces farces obtiennent un vif succès, nanana. Mais également l'accent sur l'inspiration italienne de Céphale, le début de la gloire au théâtre du Petit Bourbon, ok. La troupe de Monsieur commence à représenter le 2 novembre. Outre des vieilles pièces, la troupe joue l'étourdi et le dépit amoureux, qui sont fort bien accueillis.
La petite comédie Les Précieuses Ridicules, dans laquelle il joue le rôle du valet mascaré, satire féroce du snobisme et du jargon de certains salons parisiens mis en vogue notamment par Madeleine de Scudéry. La pièce remporte un vif succès et crée un effet de mode. C'est la première fois qu'il publie et a désormais le statut d'auteur. Ok, plusieurs personnages. Voilà, ok, le théâtre du Palais Royal. Monsieur ne se refuse rien. Nanana. Le 4 février, la troupe écrit une nouvelle pièce de Molière. Don Garcia de Navarre. Il tient alors le titre aux côtés de Madeleine de Béjart, donc sa meuf. Bah, en vrai, c'est que. Ok, donc en gros, oui. Peu à peu, il s'est fait un nom et tout. Le 23 janvier, il signe un contrat de mariage avec Armande Béjart, âgée de 20 ans ou environ. Eh bien, c'est précis. T'as quel âge? La prochaine fois qu'on me demande si je suis majeur quand j'entre dans un bar, à 18 ans ou environ. Voilà, la jeune femme Edith Fille Joseph Béjart de Marie Hervé, son aînée de... Toutefois, certains contemporains voient en elle la fille de Madeleine. Ok, bref. Il se marie avec elle et apparemment il ne la tue pas, ce qui est plutôt pas mal. Bravo à lui. Les historiens s'accordent à voir la future Mademoiselle Molière dans la jeune Mademoiselle Menou. Bref, ils savent pas qui c'est. Ok, ils savent qu'ils ont épousé une meuf Béjart, mais ils sont pas sûrs de laquelle c'est. Ils auront 4 enfants, dont une seule fille atteignant l'âge adulte. Mais attends, mais c'est quoi ce délire de tous ces gens qui ont 4 enfants et il y en a qu'un seul qui survit? Le premier fils, Louis, est baptisé le 24 février avec pour parrain Louis XIV. Oh, putain, mais t'imagines, ton parrain c'est Louis XIV. Les cadeaux d'anniversaire de Dagus, le Noël. T'es là, t'es tranquille, et à Louis XIV, et il est en mode oh, bon, bah pour mon neveu, je vais t'offrir un petit village. Truc de fou. Et pour Marianne Henriette d'Angleterre, qui a un château aussi, la fille du roi Charles I. Non mais attends, c'est une dinguerie. Mais pourquoi moi je suis pas de parrain de marraine quoi? Je pourrais avoir le roi de France, la reine d'Angleterre, le roi d'Angleterre. Mais cet enfant meurt à 8 ans, à 8 mois et demi. Putain, il a même pas eu un an, il a même pas eu le premier cadeau de parrain. Non mais 100% c'est Louis XIV, il était en mode flemme de donner de la thune à ce techno là. Ok, Esprit Madeleine, morte en 1723. Ah, donc c'est la seule fille de... qui a survécu et elle a pas de descendance. Donc il y a plus de sang de Molière qui coule dans notre société. Et notre fille... Mais attends, pourquoi on n'a pas ses parrains? Ah mais c'est parce que c'est une meuf, elle avait pas le droit à des parrains. Une autre fille, Marie, morte peu après sa naissance, et un deuxième fils est mort le mois suivant. Ok, mais ça meurt... Ce mariage fait coller beaucoup d'encre. La jeune Armande, aux yeux de ses détracteurs, aimait se faire courtiser par une foule d'admirateurs aux grandes dames d'un Molière fort jaloux et dont les rieurs se moquaient d'autant plus qu'il avait mis en scène des personnages de Marie trempée. Si vous voulez savoir pourquoi presque dans toutes ses pièces il raille tant les cocus et dépeint si naturellement les jaloux, c'est qu'il est du nombre de ces derniers. Ok. Voilà. Toujours amoureux de sa femme, il aurait aussi décrit sous les traits de Lucille dans Le bourgeois gentilhomme. Ok. Au moins, il aimait vraiment sa femme. C'est quand même plutôt pas mal. Le temps des polémiques. Bonjour, je suis Jean-Baptiste Poquelin et je vais vous lire Le temps des polémiques pour Audible. Alors, Le temps des polémiques. Non, la troupe crée l'école des femmes, 4e grande comédie de Molière dans laquelle il bouscule les idées reçues sur le mariage et la condition des femmes. Le succès éclatant consacre Molière comme grand auteur. Ok. C'est Léonard, dans laquelle il défend vigoureusement la fesse. Envers 1000 esprits jaloux, Molière ose avec mépris censurer ton plus bel ouvrage. Ok. Quelques littérateurs en quête de notoriété. Pointe que la pièce qu'il feine de considérer comme des indices d'immoralité, telle la fameuse scène du le, et d'impiété, telle la prétendue parodie du sermon dans les recommandations d'Adolphe à Agnès, et des commandements divins dans les maximes du mariage ou le devoir des femmes mariées avec son exercice journalier. À cela s'ajoutent des comédies jouées par la troupe concurrente L'Hôtel de Bourgogne qui mettent en cause la moralité de Molière et l'attaque sur sa vie privée. La querelle de l'école des femmes va durer plus d'1 an et nourrir les entretiens des salons parisiens. Mais c'est quoi cette querelle? Y a rien, genre... juste y a un mec qui était en mode j'aime pas trop, il critique Dieu. En octobre, il présente devant la cour L'Impromptu de Versailles, sorte de comédie des comédiens dans laquelle il met en scène sa propre troupe en train de répéter et demande solennellement à ses ennemis de cesser de l'attaquer sur sa vie privée. Ok, il a vraiment fait arrêtez s'il vous plaît. Et ils ont fait bon d'accord.
L'interdiction de Tartuffe. Le 29 janvier 1664, bon bref, on s'en bat les couilles de la date, présente devant la famille royale le mariage forcé, dans lequel il reprend son personnage de Sganarelle, le fameux, et où Louis XIV danse costumé en égyptien. Attends, mais c'est le vrai Louis XIV ou c'est un acteur qui joue Louis XIV? Parce que ça change beaucoup de choses à la situation. La troupe du monsieur est à Versailles pour les fêtes, c'est un véritable nanana, beaucoup de réjouissances. Nanana, mêlée de musique. Le soir du 12, alors qu'une partie des invités du roi a regagné Paris, la troupe crée une nouvelle comédie de Molière intitulée Le Tartuffe ou l'Hypocrite. Cette première version en 3 actes est chaudement applaudie par le roi et ses invités. Le lendemain ou le surlendemain, Louis XIV se laisse convaincre par son ancien précepteur, le tout nouvel archevêque de Paris, d'interdire les représentations publiques de la pièce, ce qui ne l'empêche pas de la revoir 4 mois plus tard en privé avec une partie de la cour. Putain, c'est une dinguerie quand même. Hein. Il est en mode, ça c'est pas pour le peuple, mais par contre quel banger, moi je le revois quoi. Cette satire de la fausse dévotion en plaçant la religion sous un jour comique sinon ridicule scandalise les milieux dévots. La pièce de Molière prend en effet position sur une question éminemment politique, celle de la séparation de l'Église et de l'État. L'hypocrisie de Tartuffe pose le problème, propre à la société catholique depuis la Renaissance et le Concile des Trente, du respect de la frontière entre sacerdoce et laïcat, entre morale cléricale et morale civile, entre espace sacré et espace public laïque. Ok, c'est un peu based ça en vrai. C'est genre, il était en mode, vous voulez pas, on arrête un peu de la religion partout. Molière se défend dans un premier dans lequel il cite les outrances de ce plan fait comme contraire au jugement favorable qu'avait d'abord donné le roi et invoque pour sa défense le but moral de la comédie. Ok, donc il va en gros dire mais non, mais pas du tout, mais c'est pas du tout une critique, je vois pas ce que vous voulez dire. Alors que c'est totalement ça. Non, bref, il a pas le droit de présenter sa pièce. Molière profite d'un passage du roi chez son frère pour obtenir l'autorisation de représenter une nouvelle version en 5 actes. S'appelle désormais l'imposteur et Tartuffe y est renommé Panulf. Pour que la pièce soit définitivement autorisée sous le titre Tartuffe ou l'imposteur, il faudra encore attendre 1 an et demi à la fin de la guerre contre le jansénisme, ce qui donne à Louis XIV les coups des franches en matière de politique religieuse. Ok. Bon, ces dramas ils sont un peu nuls. Beaumarchais il avait des vrais dramas quoi. Triomphe est mis en cause du festin de pierre puis protection royale, ok, donc globalement il écrivait des trucs, on lui disait non et après il était en mode non et le roi il disait d'accord. Contrairement à une idée reçue depuis le XXe siècle, on ne voit pas que Molière ait eu à souffrir des polémiques occasionnées par ses 3 pièces réputées les plus audacieuses. On ne voit pas. J'ai l'impression que cette phrase a un problème, mais bref. Il faut pas qu'on compare leur vie à l'aube de celle de Beaumarchais, elles seront toutes moins bien. C'est vrai qu'on a commencé par le banger absolu en fait. C'était peut-être un traître, c'était peut-être le PS, mais il peut dire qu'il a vécu. Hein. Mais mais après tu vois, il est classé là, Beaumarchais. Hein. Il est pas haut classé, il a juste eu une vie de fou furieux. Et c'est tout. En soi, quand on classe, bon, lui, il est là, mais il a une vie chiante. Il est au-dessus de Beaumarchais et il était raciste. Ok, donc en gros, il a une super vie, tout va bien. Les 7 dernières saisons de Molière. C'est quoi votre saison préférée de Molière, vous? Maladie de Molière, donc il tombe malade. Ok. Globalement, une mort légendaire. Un an jour pour jour après la mort de Madeleine Béjart, la troupe du roi donne la 4ème. Ok, donc en plus il meurt juste après sa meuf. Non. Tient le rôle d'Aragon, se sent plus fatigué qu'à l'ordinaire, mais refuse d'annuler la représentation. L'idée selon laquelle il fut prise d'un malaise sur scène et qu'il était si fort travaillé de sa fonction qu'il eut de la peine à jouer son rôle n'apparaît que dans des récits romancés postérieurs qui s'accordent seulement sur le fait qu'il mourut quelques heures plus tard. Il est pas mort sur scène. C'est un mythe. En même temps, c'était trop beau pour être vrai. Donc il est juste mort, quoi. Dalida en PLS. J'ai pensé la même chose. Mais après, est-ce qu'elle dit comme Molière? C'est quoi les paroles?
Non, si elle dit pas comme Molière, c'est ok, tu vois. Début de dépression. Ah. Je voulais juste les paroles. Et c'est tombé un peu dark. Oui, devant les projecteurs, c'est ça. C'est pas je vais mourir sur scène comme Molière. Oui, moi, non, je vais mourir sur scène quand on verra toutes les couleurs. Ok, ok. Donc finalement, elle s'en fout. Fauteuil utilisé par Molière lors de sa dernière représentation. Bah tu m'étonnes qu'il soit mort s'il a utilisé cette antiquité. Épilogue. Putain, il y a une épilogue à sa vie. Mais attends, mais pourquoi on est que là? Une semaine après la mort de Molière, les représentations reprennent. Ok, donc tout le monde s'en fout. Toutes ces recherches juste pour détruire ma blague. Et oui. Et oui, ici il n'y a pas de fun en fait. On est on est en train de faire quelque chose de scientifique. Aspect physique et trait de caractère. OMG. On va pouvoir... Wikipédia me donne toutes les infos pour juger de son physique. Ça c'est un banger. Alors, un portrait de Molière assez précis. Il n'était ni trop gras ni trop maigre, il avait la taille plus grande que petite, le port noble, la jambe belle, il marchait gravement, avait l'air sérieux, le nez gros, la bouche grande, les lèvres épaisses, le teint brun, les sourcils noirs et forts, et les divers mouvements qu'il ordonnait lui rendaient sa physionomie extrêmement comique à l'égard de son caractère. Il était doux, complaisant et généreux, il aimait fort à haranguer, et quand il lisait ses pièces aux comédiens, il voulait qu'ils s'y amenassent leur enfant pour tirer des conjectures de leurs mouvements naturels. Ok. Oui, enfin Wikipédia qui comprend ce qui est intéressant en fait. Mais j'ai l'impression qu'ils l'ont fait vachement blanc parce qu'il là il dit qu'il a le teint brun. En tout cas j'aime beaucoup ses cheveux. C'est un point en plus pour lui. Un portrait tout aussi flatteur. Ok. Ok. En vrai, il a l'air d'être assez banger. Ses amis, connaissances, tout. Attends, c'est quoi ça? J'étais en mode... Si c'est une image de lui, il y a eu mensonge sur la marchandise, sachant qu'en plus il est mort un peu tôt. Paul Scarron. Putain, mais je me demande s'il est pas dans nos trucs, Paul Scarron. Putain, il est là. Mais je le connais pas, ce mec. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Ah, j'ai hâte de faire de le ranger dans notre tier list parce que j'ai jamais entendu ce mec. J'ai jamais entendu parler de ce mec. C'est... What the fuck? Ok, donc toutes ces pièces... Ah, quand même, ça se pose là. La forme du comique, nanana. C'est pas un truc genre en lien avec la satire? Possible. Nous l'apprendrons. Le roman quelque chose de Scarron, mais j'ai jamais lu. On est tous des incultes finalement. Comique verbal, donc ok, oui, tout son style et tout, les décors, c'était super décoré, très bien, très bien, très bien. Littérature, ok, ça a été... Ok, ok. Bon. Molière... Je vais le mettre en... C'est bien. C'est bien. J'ai pas le temps de lire autre chose que Émile. Bah, tu m'étonnes, frère. Molière, c'est bien. C'est bien. Je pense que c'est honnête. Il a... Alors, mes arguments sont... Il est pas moche. Il a pas l'air. Et même s'il l'était, il devait avoir un charisme de fou furieux. J'aime bien comment je précise le physique d'abord. Son style d'écriture, genre c'est ok, genre ça m'est arrivé de sourire ou de rire en lisant du Molière alors que je suis pas sûr d'avoir déjà souri en lisant du Beaumarchais, quoi. Et il était pas based, non c'est vrai qu'il est pas based, mais il était pas unbased non plus. Il était pas en mode let's go l'esclavagisme, et il a pas tué sa femme. Donc, je sais pas, pour moi je dirais on est à peu près sur ça, quoi. C'est bien. Genre, c'est pas terrible, quoi, mais c'est ok. Voilà. Voilà comment il se retrouve ici. J'hésite à en faire un autre, il est déjà 11h30 et j'ai peur, je sais pas qui c'est. J'ai peur, je sais pas qui c'est. Si c'est un mec de fou furieux, ça risque d'être compliqué. Alors,
J'ai aucune idée par contre. Genre vraiment là, je n'ai même pas une idée de nom en tête pour ce mec. Ronsard. Ah. Attends, je vais voir sa page Wikipédia. Et selon la taille de sa page Wikipédia, je choisis si c'est... Oh, OMG. Ah, c'est en mode... C'est lequel? Ronsard à Médan, château de Ronsard. Pierre de Ronsard. Poète français, membre de la Pléiade. Ah non. Ah, quoique ça c'est que des œuvres. Bon allez, on fait Ronsard rapidos. Ronsard. Mignonne, allons voir si Bestaras. Bon, déjà il part avec un désavantage de ma part. La poésie c'est pas mon délire. Mais je suis ouvert. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin a voix... Oh putain, c'est en vieux français, au secours. Qui ce matin t'avait éclose sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette vesprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vostre pareil. Las, voyez comme un peu d'espace, mignonne, elle a dessus la place, las, les beautés, les séchoirs. Oh vraiment, ma rastre nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Donc si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté. Carpe diem, tout ça, tout ça. Ce fameux poète, ce fameux poème. Je sais pas si c'est lui qui a dit Carpe diem. Mais c'est un peu le poème. Ah oui, oui, c'est littéralement ça. Carpe diem, nanana. Ah mais non, c'est un poème d'Horace. Ouais, je me disais aussi, c'est un peu plus vieux que ça. Mais en gros, cueille le jour présent sans te soucier du lendemain. Et oui, il a juste repris. C'est pas Horace, allez, oui, Toki. Bravo. Mais la ref. Ouais, la ref qui en gros, je veux dire, est... Madame la fille, vous êtes une meuf, vous êtes une fleur, donc vous allez bientôt vieillir. Donc avant de vieillir, couche avec moi parce qu'après tu seras moche et je voudrais plus coucher avec toi. Donc bon. J'avoue que... Et en plus, j'ai l'impression que c'est que ça quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle, aussi au prévu vœu, d'évident et filant, dirai chartant mes vers et vous émerveillant, Ronsard me célébrait autant que j'étais belle. C'est que ça. Il parle que de ça. Je vous envoie un bouquet de ma main, vient de trier les fleurs... Que ma main vient de trier de ses fleurs épaniques, et les yeux à ses vêpres cueillis, chota-t-elle, elle fuse demain. Cela vous soit un exemple certain que vos beautés, bien qu'elles soient fleuries, en peu de temps seront toutes flétries. Non mais, il a... il a un argument. Il a un texte, quoi. Rien d'autre. Genre, c'est vraiment... Regarde, mais c'est que ça. Amour, tu me fais voir trois grandes merveilles, trois sœurs allant au soir se promener sur l'eau, qui croissent à l'envie ainsi qu'au renouveau, croissent en l'orange, trois oranges pareilles, toutes les trois avaient trois beautés non pareilles, mais la plus jeune avait le visage le plus beau, et semblait une sœur voisine d'un ruisseau. Or, je souhaitais la plus veille de mes vœux, hors la moyenne et hors tous les deux, mais toujours la plus jeune était en pensée, et priait le soleil de n'emmener le jour, car ma vue en 3 ans ne c'eût été lassée de voir ces trois soleils qui m'enflammaient d'amour. C'est vraiment que ça, en permanence. Alors ouais, ok, le style. Si on juge uniquement le style, c'est sympa. En termes de poésie, je trouve que... Enfin, moi, ça me parle plus que certains trucs. J'arrive à comprendre des choses et tout. Bref. C'est joli, c'est des beaux mots, c'est bien rimé, c'est... Il y a des efforts. Mais par contre... Mec... Passe à autre chose. Ah, on a encore plus vieux que Molière du coup, 1524, donc nanana... Putain, ça va être difficile de juger sur le physique, il meurt à 61 ans. Naissance, Royaume de France. Putain, il y a un trou dans le Royaume de France, c'est l'ancien Vatican. Attendez, j'ai une curiosité là. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe ici? Je peux pas déplacer FF. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe en Allemagne aussi? C'est n'importe quoi là.
n'importe quoi ce pays. Hein. Bon, je suppose qu'il y a une raison que j'apprendrai. Pour moi, c'est l'Ancien Vatican. Ok. On revient sur Ronsard. Je me suis laissé truc. Je me suis laissé avoir par le royaume de France. Il m'a eu. Alors, Nana, prince des poètes et poète des princes. C'est une figure majeure de la littérature. L'Allemagne n'est pas unifiée avant la guerre franco-prusse. Ah, ça explique le bordel. Nana. Auteur d'une œuvre vaste qui en plus de 30 ans s'est portée aussi bien sur la poésie engagée et officielle dans le contexte de la guerre de religion avec les hymnes et les discours. Ok, donc il s'est engagé. On va voir en quoi il s'est engagé. Né au château de la Poissonnière. Ah non, de la Poissonnière. Je me disais aussi, il est le 4e enfant de Louis de Ronsard, chevalier, maître d'hôtel. Oui, on se doutait que c'était pas un pecno. Il passe son enfance au château, privé de son père de ses 2 ans à ses 6 ans. Non, il est en Espagne, ok. Pierre de Ronsard est confié à un secteur, ok. Son père tente de l'introduire à la cour, d'abord en tant que page, puis à la mort de celui-ci en tant qu'autre chose. Ronsard est attaché au service de Madeleine, puis au service du roi, ok. Ok, il commence une carrière diplomatique qui est subitement interrompue parce qu'il tombe malade et il a une longue convalescence qui le laisse à moitié sourd. Ok. Donc il décide plutôt de faire des études et une carrière de robe. Donc il est sur le point d'entrer dans le clergé, mais finalement il arrête. Ok, durant sa convalescence, Ronsard a complété sa formation par les lectures des auteurs français. Des auteurs français, Jean Le Maire de Belge. Un auteur français de Belge. Je permets un petit doute. Guillaume Coquillard et Clément Marot et compose. Putain, ça doit être grâce à lui qu'on te dit une marotte. Je pense qu'il est après, ou pas. Il compose 4 odes horaciques qu'il présente. Il étudie également les procédés littéraires. Ok. Naissance de la Pléiade. Putain, c'est vrai que c'est lui qui a fait la Pléiade. Ok, donc là encore entre Ronsard et Joachim du Bellay. Alors moi je dis Joachim, il y a des gens qui disent Joachim, tout le monde est libre, mais j'ai raison. Cette même année, Ronsard voit une de ses odes horaciques publiées dans les œuvres poétiques de Jacques Pelletier. Ouais, sacré éditeur et en plus encore aujourd'hui quoi. Autour de Ronsard du Bellay et d'Horace rassemble entre autres. Ce nouveau mouvement littéraire a pour ambition d'imiter et surpasser les Italiens, Pétrarque, Dante et Bembo en créant une littérature en langue française capable d'égaler les poètes latins grecs. Franchement, ça vous manque pas ces moments où genre tous les poètes d'un pays étaient en mode venez, on fait une alliance pour aller pour aller humilier les poètes italiens. C'est un banger de fou. Joachim, jamais entendu, et si, il y a des gens qui existent et qui disent Joachim, qui sont parmi nous, et c'est des gens comme tout le monde, mais quand même un peu différents. Le football de l'époque, putain, c'était vraiment ça. Tu supportes qui, toi? Moi, je suis pour la Pléiade. Ok, les odes des débuts de la gloire, publie quelques plaquettes, nanana. À cette époque, Ronsard est considéré comme le maître à penser des jeunes poètes qui lui donnent le titre de prince des poètes. Certains lui reprochent son abondance de style de Pindare pour Pétrarque. Non, ok, le poète de cour, ses succès littéraires lui apportent de la gloire, mais il lui faut aussi trouver de quoi survivre. Ah, I can relate. Ronsard dépense une partie, sauf que j'ai ni la gloire ni de quoi survivre. Ronsard dépense une partie de son énergie à tenter d'acquérir des prieurés et des cures dont le bénéfice lui assurerait un revenu décent. Ok, donc il essaye d'être rentier, quoi. Et à trouver des protecteurs. Donc bon, le roi, tout ça. Lorsque la guerre de religion éclate, il prend le parti du roi de l'église catholique, s'éloignant de ses anciens amis de sympathie protestante. Pas ouf. Puis une réponse aux injures et calomnies de je ne sais quel prédicant et ministre de Genève. Attends, mais c'est un banger de fou. Il écrit discours des misères de ce temps, suivi de continuation des discours des misères de son temps et remontant du peuple français, puis une réponse aux injures et calomnies de je ne sais quel prédicant et ministre de Genève qu'il avait attaqué pour sa défense du catholicisme. C'est quel banger. Genre le mec il a fait une réponse aux objections mais il a dit alors apparemment il y a des rageux, réponse aux rageux quoi. Par Pierre de Ronsard, réponse aux rageux.
La grande tournée des réconciliations de Charles IX est l'occasion de grandes fêtes dont Rosas est l'auteur. Ces textes font l'objet d'un recueil Élégie, Mascarade et Bergerie. J'aurais pas mis Bergerie en troisième, j'avoue, mais... En 1565, en récompense de ses services, lui offre le prieuré. Ok, donc il a de la thune. Ronsard a changé de statut de poète, il passe moralisateur et philosophe. Ah, il a changé de classe. Il assiste à l'ascension de son rival, Philippe Desportes. Ces dernières années sont marquées par la perte de beaucoup de ses amis. Ok, 2 mois plus tard. Bon. Le truc, c'est que c'est tellement vieux que c'est difficile de savoir, genre, beaucoup d'infos sur lui, quoi. Ok. Et physiquement, qu'est-ce qu'on en pense? Que l'image... Père de Ronsard. Père de Ronsargues. Petite moustache. Ah non, c'est pas une moustache, c'est juste la forme de ses rides. Bon, déjà, il a une calvitie, donc compliqué. Après, c'est peut-être une tonsure. Non, mais ça a l'air d'être une calvitie, là. Ça, c'est... Bah, c'est-à-dire que c'était un peu Code Joko avant l'heure, quoi. Mais... Ça lui fait un peu une petite moustache de nazi, les ombres. Hein. Alors, je suis pas convaincu. Est-ce que c'est pas genre une moustache mais perruque? Une fausse moustache? Bah... Peut-être, mais c'est une forme bizarre même de fausse moustache. J'ai envie de le mettre en mouais. Parce que bon... Pendant la guerre de religion, il a quand même pris le parti de son roi, c'était pas hyper courageux, il a pas appelé à la paix, tout ça. À l'époque, ça devait être très stylé, c'est vrai. Mais aujourd'hui... Ah, j'hésite entre moi et éclaté. Parce que, bon... Après, il a pas tué sa femme. Rappelons-le. Ouais, c'est... Après, en fait, oui, j'étais en mode... Il écrit bien, mais c'est que des trucs pour dire aux meufs, vous êtes un peu vieilles. Mais si je le mets dans éclaté, il est moins éclaté que Montesquieu, quoi. Pour moi, il est un peu entre les deux. Ça, genre, ça serait le dernier de mouais et le premier de éclaté, quoi. Bon, je le mets dans mouais, pour l'instant. Et on verra après. Parce que le problème, c'est que... En fait, le critère based fait qu'il y a très peu de gens qui pourront être très hauts. Ça tire un peu tout vers le bas. Et le critère physique, malheureusement aussi un peu, quoi. C'est... Là, il y en a pas un où tu dis... IPG de fou. C'est pas le mieux, quoi. Bon, on va dire que la première phase de la tier list est faite avec ces 5 auteurs sur beaucoup trop. Je sais pas combien il y en a. 50, ok. Sur 50 auteurs, donc oui, on a le time de la finir cette tier list. Mais en tout cas, merci pour vos avis et vos informations fort utiles. Moi, je les vois pas assez dans la même classe. Moi, je le vois assez dans la même classe que Montesquieu. Après, est-ce que le critère base, c'est pas ouf pour les philosophes parce qu'ils ont plus donné leur avis et ils se sont plus mis dans la sauce? Ah, mais ils avaient qu'à pas le faire. J'ai beaucoup appris, beaucoup contre mon gré aussi. C'était fun. Non mais... Bah, ils avaient qu'à pas écrire de la philosophie. Tu vois, Molière par exemple, pourquoi il se retrouve aussi haut? C'est parce qu'il a pas pris grand chose politique, tu vois. Bah ouais, mais s'ils disent rien, ils font pas avancer les choses. Oui, mais en fait, il faut se dire, est-ce que c'est pas, genre, entre ne rien dire, genre, tu vois, il y a être raciste, ne rien dire et être contre le racisme. Et effectivement, genre, sans Diderot et Montesquieu, on en serait où là? Peut-être dans une utopie communiste? Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être que... Who knows?
Non mais je suis d'accord que... Mais après, c'est toute l'idée de dire based ou pas. C'est que c'est totalement injuste pour eux, parce qu'ils sont le produit de leur époque. Genre, Montesquieu, il était considéré comme plutôt en avance sur son temps, mais aujourd'hui, c'est terrible ce qu'il écrit, quoi. Et genre, en soi, Beaumarchais aussi, il a littéralement fait le droit d'auteur. C'est based as fuck. Mais bon, de l'autre côté, il a trahi tout le monde tout le temps. Donc, ouais, moi, mais après, très possiblement qu'il descendra selon qui d'autre il y a dans Moé. Mais pour l'instant, je le mets dans Moé. Mais parce que tu vois, pour moi, si t'es raciste de ton côté, c'est moins grave que si t'es raciste et tu encourages les autres à être racistes, tu vois. C'est un peu mon point, mon argument de pourquoi c'est moins pire si t'as rien dit plutôt que si t'as dit de la merde. Après, oui, effectivement, ils ont pris le risque de dire quelque chose. Mais, voilà. Alright. Bon, en vrai, ça va. C'est assez bien distribué pour l'instant. On aura appris plein de choses sur plein de gens. Je sais pas qu'est-ce qu'on aura retenu, mais j'espère que quelques trucs. Et oui, bah merci d'avoir été là et d'avoir participé. Et je sais pas quand on se retrouve, je sais pas trop. Bah on est lent, mais c'est cool. Oui, mais en même temps, j'avais pas envie de le rush. Genre j'étais en mode quand même, on prend le temps de faire des trucs bien.